Priorité Santé, Claire Hédon. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous sommes à Melbourne, en Australie, pour la 20e conférence internationale sur le sida. On parle du rôle des associations avec le docteur Gilles Raguin, qui est directeur général du GIP Esther, Michel Bourrelli, qui travaille pour l'association Aide, le docteur Isabelle Andrieux-Meyer de MSF, Khalil Elouardigui de Coalition Plus, Daouda Diouf, directeur d'Enda Santé au Sénégal, et lundi Anne Oman de Reach Out au Cameroun. Lundi, Anoman, vous étiez juste avant les informations en train de nous parler de droits sexuels, des causeries que vous organisez avec les femmes pour qu'elles, je dirais, reprennent entre guillemets possession de leur sexualité. Et Khalil Elouardigui, vous aviez envie de lui poser une question. Non, j'ai trouvé ça très intéressant le fait que l'association Reach Out réussisse à amener ces femmes à non seulement prendre leur sexualité en main et négocier des relations sexuelles à moindre risque ou sans risque, mais aussi spécifiquement sur l'utilisation du préservatif féminin qui a longtemps constitué un espoir face au problème qui était pointé que certains hommes refusent d'utiliser le préservatif masculin. Et moi, je trouve ça très intéressant que si elle peut nous en dire un peu plus sur comment on s'y prend pour comment les femmes utilisent le produit et trouvent ça utile ou difficile à utiliser. Ok, bon, le produit c'est un nouveau produit qui n'a pas déjà fait longtemps dans le marché. Donc les femmes, comme c'est un nouveau produit, elles prennent le temps pour étudier comment utiliser. Comme beaucoup utilisent le préservatif masculin que féminin. Donc quand on fait les causeries éducatives avec elles, on leur demande comment utiliser ça et les avantages qu'il y a d'utiliser les préservatifs féminins que le masculin, parce qu'avec le féminin, la femme peut mettre le préservatif mais 1h30 avant la relation sexuelle, donc elle se prépare pour avoir une relation sans risque. Donc, comme c'est un nouveau produit, les femmes sont toujours en train d'apprendre comment utiliser ce préservatif et bon. Et là, les hommes se plaignent pas du coup du préservatif féminin. Ah, ils se plaignent, mais tant pis pour eux. Oui, on est concerné pour renforcer les capacités de la femme, plus particulièrement parce que les femmes sont minorisées dans beaucoup de communautés, donc on veut les amener à comprendre que non, ils ont des pouvoirs, ils ont des droits sexuels et qu'ils prennent les choses en main. Daouda Diouf, à Enda, vous travaillez aussi sur ces questions-là, sur ces questions de santé sexuelle, de violence sexuelle? Oui, on travaille sur ces questions. J'avais envie de remercier ma sœur du Cameroun. Parce que rappelez-vous qu'il y a quelques années, quand on parlait de l'épidémie du sida, on parlait plus de la féminisation de l'épidémie. C'est-à-dire qu'il y avait 3 femmes qui étaient infectées sur un homme. Cette situation a été inversée grâce à des actions comme celles qui ont été menées ici, où on voit de plus en plus dans la plupart des pays que le ratio homme-femme parmi les personnes qui sont infectées est quand même en train de s'équilibrer davantage. C'est parce que quelque part, il y a plus de conscientisation, parce que quelque part, il y a un travail énorme qui a été fait par les acteurs communautaires, en particulier les associations de femmes, qui prennent, j'allais dire, le destin en main et qui parlent du sida, pas que du sida, parce que maintenant, nous sommes tous conscients qu'il faut décloisonner le sida quelque part. Il faut l'intégrer aux questions de santé sexuelle et reproductive. Et on a des évidences sur le fait que lorsqu'il y a des situations de violence sexuelle qui sont faites aux femmes, le niveau d'exposition au VIH augmente. On a des évidences sur le fait que lorsque la situation économique est faible, il y a plus de vulnérabilité. C'est ça qui fait que le travail important pour renforcer les capacités et les outils et les compétences des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive, elle est importante. Mais Daouda Diouf, vous avez vraiment l'impression que les mentalités évoluent, que cette question du rapport homme-femme sur le continent africain évolue, que les hommes ont conscience que la femme a le droit de dire non? Pour dire vrai, je crois que oui. Maintenant, à quel rythme et selon les pays et les contextes, cela change, mais je crois qu'il y a véritablement une prise de conscience. Vous savez, par exemple, sur la question des méthodes contraceptives, il y a eu des progrès très importants qui ont été notés. Dans la plupart des pays, on était à moins de 12% de prévalence contraceptive. Il y a eu des bons qui ont été notés ces dernières années. Cela témoigne d'un changement de mentalité. Cela témoigne aussi d'une plus grande implication et de l'efficacité de l'implication des femmes et des hommes. Et j'ai en souvenance cette belle initiative au Niger qu'on appelle l'école des maris, qui consiste à impliquer
les hommes dans la prise en charge de la planification familiale et des questions de santé sexuelle et reproductive. Je crois que la réussite de cette expérience qu'on appelle l'école de Marie et le travail sur les conversations communautaires qui sont faites dans les quartiers populaires de Dakar avec le programme que ENDA a avec nos différents partenaires montre qu'il y a une bonne évolution. Les évolutions sociétales sont lentes par définition, mais elles sont en train de se faire. Oui, Gilles Raguin. Oui, je voudrais réagir parce que, pour aller dans le même sens, en gros, mais c'est assez impressionnant puisque nous, on a un peu de recul sur les formations que nous avons développées, le curriculum de formation que nous avons développé pour les médiateurs en santé publique ou les conseillers. Et ces dernières années, on a beaucoup développé tout ce qui est santé sexuelle et santé reproductive parce que c'est un besoin qui est beaucoup plus ressenti, nous a-t-il semblé, que dans le passé et parce que c'est quelque chose qui est également demandé par les acteurs de santé communautaire. Et c'est intéressant parce que ça vient à un moment, et on le voit bien dans cette conférence, où la question est, comme l'a expliqué tout à l'heure Daouda, comment on fait finalement pour déverticaliser la lutte contre le sida et réintégrer au sein des autres grands domaines de santé la lutte contre le sida sans pour autant, bien entendu, la minorer. Et ça, c'est un point absolument fondamental, historique, je dirais, dans la façon dont les choses sont aujourd'hui organisées. Beaucoup plus de santé sexuelle et reproductive, si bien que on a des conseillers psychosociaux qui étaient complètement spécialisés sur le VIH au début, qui étaient d'ailleurs presque tous des personnes infectées par le VIH, qui sont en train dans leur métier de développer des aspects qui sont autres que le VIH, mais complémentaires du VIH, la santé sexuelle et reproductive et d'autres pathologies, notamment. Et donc tout ce qui est accès à la contraception et donc santé maternelle. Exactement. Voilà, j'allais y venir, ce qui concerne la mère. Ça permet aussi de déstigmatiser les interventions des acteurs de santé communautaire, puisque leur panel d'activités est beaucoup plus large. Le VIH est dedans, mais il n'y a pas que le VIH, et donc ça donne une approche santé plus globale, peut-être que précédemment. Et Michel Bourrelly, c'est là que finalement, c'est les associations qui permettent ce travail. On parle aujourd'hui du rôle des associations, et c'est bien à travers les associations qu'on arrive à faire ce travail. Oui, sans les associations sur le terrain, en particulier en Afrique, il faut prendre les fondamentaux, il faut amener les gens au dépistage et il faut être plus proche des personnes elles-mêmes pour pouvoir dépister les personnes, les prendre en confiance, donner confiance pour ce test-là, qu'elles puissent être en mesure de connaître ce que ça veut dire d'avoir un test positif ou négatif, puis pouvoir amener ces personnes positives vers le soin, je veux dire lorsqu'il y a la possibilité dans les pays, ce qui est malheureusement pas le cas dans tous, mais certains pays ont accès à des traitements efficaces, les maintenir dans le soin, ce qui permet effectivement pour elle-même la survie, la vie, mais aussi pour les partenaires éventuels pas de contamination. Donc évidemment, ce travail-là doit être fait par des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent le lieu, qui connaissent les communautés auxquelles ils vont s'adresser. Donc on parlait des femmes, effectivement, ça peut être l'école des maris, c'est aussi les gays, les travailleurs du sexe, les usagers de drogue lorsqu'il y en a dans les pays, les détenus lorsqu'on va en prison, les migrants dans certains pays d'Afrique. On sait bien qu'au Maroc, par exemple, c'est une plaque tournante pour les migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne pour tenter leur chance vers l'Europe. Tout ceci doit être développé, c'est ce qu'on dit depuis après une quinzaine d'années, donc maintenant c'est bien parce que ça a été affirmé par des Américains, donc ça devrait arriver. Quand vous dites on, c'est entre autres l'association a été ça. Aide, mais pas seulement Aide, donc il y a pas mal de structures qui étaient là. Aide le dit depuis longtemps, mais d'autres le disaient aussi, étaient évidemment sur le terrain. Et parfois on n'était pas cru parce qu'il y a 14 ans, lorsqu'on parlait de réduction des risques sexuels en France, on s'est fait taper dessus quand même, donc parce que parler d'autre chose que du préservatif, c'était une infamie, c'était ignoble, c'était assassin. Or maintenant on affirme qu'une seule solution en termes de prévention, ça ne fonctionne pas. C'est ridicule et c'est criminel. Et l'État français à l'époque a même fait des contre-propositions et des contre-flyers contre ce que faisait Aide pour dire que ce qu'on disait c'était faux. Faut-il poursuivre les techniciens de la Direction générale de la santé pour non-assistance à personne en danger ? Qui venait nous dire que nous étions des assassins? De même, quand on distribuait des seringues il y a 20 ans, on nous traitait d'assassins. Il y aurait y avoir plus d'overdoses, plus de morts, plus de gens qui allaient se droguer. 20 ans après, tous ceux qui disent là, qui sont des grands professeurs, qui sont toujours en poste, ne vont pas affirmer qu'ils ont dit ça. Pourtant, en France, il n'y a quasiment plus de contamination chez les usagers de drogue. Docteur Isabelle André-Dumeyer, vous avez envie de réagir, vous travaillez pour MSF. En entendant les expériences du Cameroun, je me disais, dans certains pays comme au Mozambique, chez nous, c'est les patients qui sont devenus les associations en fait. Parce qu'en fait, quand ils apprennent leur diagnostic, on leur propose de se constituer en groupe de patients et de cheminer ensemble. Et ils prennent soin les uns des autres véritablement.
Et du coup, c'est seulement celui qui a besoin d'être vu à la consultation qui va voyager pour aller au centre de santé. Et puis du coup, il ramènera les médicaments pour tout le monde. Et il donnera des nouvelles de tout le monde au centre de santé. Et du coup, on a, de cette manière, pu augmenter le nombre de patients sous traitement parce que les structures de soins avaient moins à faire avec des patients qui allaient bien. Et les patients qui allaient bien et qui se prenaient soin les uns des autres ont développé une dignité d'eux-mêmes et un sens de responsabilité d'eux-mêmes qui a le même parfum que ce que notre collègue du Cameroun décrivait en termes de aller en avant. Il y a beaucoup d'initiatives qui tendent à accompagner la personne vers une prise en charge au long terme de sa maladie, mais de manière très très positive. Mais ça veut dire, vous, de façon très concrète, qu'en tant que médecin qui soignait, qui assurait des consultations, vous trouvez que les associations vous aident dans votre travail, vous facilitent votre travail? Mais on ne peut pas faire sans les groupes de patients, on ne peut pas faire sans les associations, ça n'a pas de sens même. Vous vouliez réagir, Rallye Louardigui? Je pense que c'est important que les gouvernements en Afrique et ailleurs s'adaptent et jouent vraiment le jeu de cette nouvelle donne de la lutte contre le sida qu'on nous propose. Donc pour simplifier, l'idée c'est que il faut qu'on utilise ces nouveaux moyens, enfin le fait que par exemple les traitements peuvent permettre aussi de juguler la transmission du virus et de l'épidémie et d'aller au plus près des gens qu'on n'a pas encore réussi à atteindre. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'une personne sous traitement est beaucoup moins contaminante. Exactement. La nouvelle dans la prévention, c'est qu'on peut utiliser aussi les traitements pour un impact sur la prévention. Donc traiter plus tôt, c'est-à-dire pas attendre que les gens soient vraiment très malades avant de leur proposer un traitement, d'abord pour qu'ils aillent mieux, et puis aussi parce que pendant tout ce temps-là où ils sont sous traitement, si jamais ils ont des difficultés à observer le préservatif, ils pourront en tout cas ne pas transmettre. Et donc ça a des implications en termes de fait de réussir à atteindre les gens que pour l'instant la lutte contre le sida n'a pas réussi à atteindre. Comment les atteindre? On a besoin des communautés pour ça. Il y a différentes raisons qui font que ces gens sont plus difficiles à atteindre. En général, c'est la marginalisation, les discriminations, les violences parfois. Et pour réussir à les atteindre malgré tout ça, on a besoin de l'implication de leur communauté, de leurs pairs. Et ça a une implication, y compris en termes de comment est-ce qu'on va gérer l'argent de la lutte contre le sida. On a obtenu, grâce à l'activisme international, qu'il y ait une forte solidarité sur ces maladies-là, ce qui est malheureusement pas le cas sur les autres maladies. Et donc, il y a eu des flux d'argent qui viennent du Nord vers les pays en développement pour réussir à lutter contre ces pandémies. Les gouvernements de l'ensemble des pays, mais y compris en Afrique, doivent maintenant aussi s'adapter à cette nouvelle manière de lutter contre le sida et accepter que ce sera plus uniquement une logique dirigée uniquement par les médecins, l'establishment de santé publique, mais qu'on va vraiment donner du pouvoir. Ce que vous êtes en train de dire très concrètement, c'est que l'argent, l'aide internationale, entre autres, par exemple l'argent du Fonds mondial, ne devrait pas arriver qu'au ministère de la Santé du pays en développement, mais aussi aux associations. C'est ça que vous êtes en train de dire? Exactement. En fait, c'est qu'il faut que les ministères de la Santé se disent, pour arriver à notre objectif et atteindre ces gens et mettre fin à l'épidémie, il faut qu'on donne de l'argent et du pouvoir et de l'autonomie aux associations communautaires, aux associations de femmes, aux associations de prostituées, aux associations d'hommes qui ont du sexe avec des hommes, aux associations, Et leur donner de l'autonomie, c'est leur donner de l'argent. Oui, c'est les respecter d'abord, pas leur dire vous pouvez pas venir à la réunion parce que vous existez pas, parce que vous êtes illégaux, parce que et puis aussi en matière extrêmement concrète, budgétaire, dire on va mettre l'argent là où on peut faire une différence, c'est-à-dire là où les acteurs communautaires peuvent atteindre ce qu'on doit atteindre. Michel Boelli. Ce qui transparaît à travers les paroles de Rallye, c'est qu'en fait, l'épidémie de sida en cache une autre. Il y a l'épidémie de sida qui, effectivement, peut être maîtrisée. On a les moyens scientifiques. On connaît la possibilité de maîtriser le VIH, la transmission, etc. On a les outils à notre disposition. Il manque un peu d'argent, mais à la limite, ça, avec de l'argent, on arriverait. La deuxième épidémie, c'est l'épidémie de discrimination qui existe dans les pays, qui ne coûte rien aux personnes, au gouvernement, mais qui coûte beaucoup en termes de population, en termes de coûts humains, parce qu'elle tue autant, si ce n'est plus, que le VIH, puisque beaucoup de gens vont se soustraire au dépistage parce qu'ils ont peur d'une criminalisation à cause du VIH, criminalisation à cause de leurs pratiques, usagères de drogue, travailleuses du sexe ou travailleurs du sexe, hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, j'en passe, et des meilleurs. Or, on sait qu'à l'heure actuelle, si on n'agit pas sur ces communautés, avec l'aide des associations dites communautaires qui connaissent les personnes et qui peuvent y accéder, eh bien on n'y arrivera pas. Donc il faut absolument maîtriser et faire diminuer cette épidémie de discrimination et de stigmatisation qui est à l'heure actuelle une vraie calamité.
Est-ce que je peux faire un raccourci? C'est que je trouve qu'il y a des points communs dans cette discrimination entre la discrimination dont sont victimes les homosexuels dans certains pays en développement, et pas que d'ailleurs, et la discrimination dont sont victimes les femmes. C'est totalement superposable. Depuis longtemps, on dit qu'effectivement, là où il y a de la misogynie, là où il y a du machisme, on va avoir les mêmes relents abominables contre les homosexuels. La théorie du genre qui est en ce moment extrêmement décriée en France, que les gens s'imaginent que ça veut dire qu'on va déguiser les petits garçons en filles ou l'inverse, ça veut pas du tout dire ça, ça veut dire exactement ce que vous venez de dire, Claire Hédon, c'est-à-dire que c'est cette logique de rôle préétabli, de qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme, qui vulnérabilise les femmes au VIH, qui sont censés les empêcher de négocier le préservatif et qui aboutissent à la discrimination contre les homosexuels et au fait qu'ils se cachent et qu'eux aussi ne réussissent pas à accéder aux services. Priorité santé. Reportage. Priorité santé est aujourd'hui à Melbourne en Australie à l'occasion de la 20e conférence internationale sur le sida. On parle plus précisément aujourd'hui du rôle des associations. Michel Bourelli, vous présentez pendant cette conférence un documentaire que vous avez réalisé, Les Passeurs, sur le rôle justement du mouvement associatif dans la lutte contre le sida. Un petit rappel un peu historique de ce qui s'est passé. Oui, on part dans les pas de Michel Foucault, le philosophe français qui est décédé du sida en 84, en juin 84, et dont le compagnon de l'époque, du moment, Daniel Defer, a été le créateur de l'association Aide. Donc on part sur ses traces un petit peu à San Francisco, à New York, en France également, avec les précurseurs, avec Lynn Renaud, qui a été une des personnes qui a créé très vite une association en 85 des artistes contre le sida, avec Françoise Barré-Sinoussi aussi, évidemment, qui est prix Nobel de médecine et qui a découvert le virus en France et dans le monde, donc du coup, puisqu'après Robert Gallo a découvert aussi. Du coup, je crois que à travers ces deux pays-là, puis le Mali, puisqu'on fait un petit détour par le Mali pour voir l'avenir, les jeunes sur le terrain, une clinique de santé sexuelle qui est ouverte à Bamako pour essayer d'avoir aussi l'avenir. C'est-à-dire que c'est un film qui est à la fois un documentaire mais qui est aussi un vrai film, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui jouent leur propre rôle et il y a des temps de respiration, de visibilité aussi, et puis des lieux, malheureusement des cimetières, des hôpitaux, et c'est tout ça qu'on a essayé de montrer. Un documentaire qui doit sortir au cinéma et que vous allez aussi essayer de sortir sur le continent africain. Absolument. Donc du coup, tous nos partenaires, qu'ils soient partenaires de Aide ou de Coalition Plus, pourront disposer pour des sorties dans des salles en Afrique ou à l'Institut français, dans les instituts français, pour pouvoir autour du 1er décembre avoir effectivement cette projection, parce qu'on sait que cinématographiquement c'est plus difficile de distribuer en Afrique, en France et en Europe ou aux États-Unis. On va essayer effectivement de faire une distribution cinéma. Docteur Gilles Raguin, on parlait des populations discriminées, on les a évoquées un peu dans cette émission, mais on en a peu parlé. C'est la question des prisonniers. Vous avez un travail en Côte d'Ivoire sur cette question-là, le JPESTER. Oui, absolument. Le JPESTER, avec ses partenaires, alors pour le coup, totalement avec ses partenaires associatifs et les pères éducateurs qui sont présents dans les prisons et qui font en pratique le travail qui est financé par le JPESTER. On travaille aujourd'hui dans 22 prisons en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait représentatif de ce dont on discute. C'est-à-dire que tout ce travail n'est possible que parce que il est fait avec des associations, avec des acteurs communautaires, avec des éducateurs pairs issus de la population des détenus et qui réalisent un travail absolument remarquable, pas simplement d'ailleurs contre l'infection à VIH, mais également contre la tuberculose, pour la santé en général, car le milieu carcéral et la santé en prison est un problème considérable en Afrique subsaharienne, partout, mais en Afrique subsaharienne particulièrement, et que la valeur ajoutée des acteurs de santé communautaire est absolument incontournable dans des situations comme celle-ci. On pourrait faire le même commentaire, comme l'a fait tout à l'heure Michel, à propos évidemment d'autres populations comme les migrants, comme les usagers de drogue. Il n'y a pas de solution pour travailler efficacement dans ce type de contexte sans passer par les acteurs communautaires. On arrive à la fin de cette émission. Je veux bien faire un tour de table avec un mot de conclusion chacun sur ce que vous auriez envie de rajouter. Je vais peut-être commencer avec vous, Isabelle Andrieux-Meyer. Tout au long, je pensais aux adolescents, parce que les adolescents, ils sont en train d'avoir leur chemin vers leur sexualité, et ont-ils un choix ? Ont-ils le choix de se faire infecter ou pas ? Ont-ils le choix de se protéger ou pas ? De choisir leur partenaire ou pas ? Et j'ai l'impression que c'est pas le cas partout. On a beaucoup à faire.
Dans la cérémonie d'ouverture, il y a eu le témoignage assez incroyable de cette jeune indonésienne qui a vraiment dit que si elle avait été contaminée par le virus du VIH/SIDA, c'est par ignorance, parce qu'elle ne savait pas, parce qu'on lui avait pas expliqué, parce que la sexualité était taboue. C'est ça, on n'a pas encore débroussaillé ce chemin correctement. Et on doit vraiment le faire, parce que sinon, on parlait cette semaine des sugar daddies en Afrique du Sud, c'est ces toutes jeunes filles qui se font violer, qui se font prendre leur vie par des personnes plus âgées qui souvent sont séropositives. Et voilà, c'est tout foutu après. Et comment on fait pour prendre en charge correctement ces jeunes? Comment on fait pour qu'ils sachent se protéger? Je crois que là, on est au tout début. Rally Elordigui de Coalition Plus. Je crois que pour moi le message le plus important, c'est ce que j'ai découvert en venant dans cette association Coalition Plus, c'est que on a quand même des gens qui à la fois répondent à une épidémie et à l'urgence médicale et sociale, mais qui aussi font changer la société dans leur pays. C'est quand même extraordinaire de voir ce que ces associations communautaires peuvent réussir à faire, et je pense, pour moi, c'est un message peut-être de cette émission, que les gens sachent qu'on peut se mobiliser et qu'ensemble on peut faire des choses absolument incroyables, y compris dans les contextes a priori les plus difficiles. Daouda Diouf, d'Anda Sénégal. Moi, ce que je retiens dans la lutte contre le sida, le côté fascinant de la lutte contre le sida, c'est de toujours nous rappeler la centralité du patient, de la personne et de la communauté. On est passé par plusieurs étapes, on s'est battu pour avoir des traitements. Et le jour où on a eu les traitements disponibles, on s'est rendu compte du caractère central et indispensable de la mobilisation communautaire pour que ces traitements soient accessibles à tous. Nous avons eu des progrès qui ont été présentés. On parle de traitement comme prévention, de tester et traiter. Et on se rend compte là du rôle indispensable et central des acteurs communautaires pour justement mobiliser, donner un accès aux soins, surmonter les tabous, surmonter les barrières, surmonter la peur. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans, on a eu une grosse peur sur la continuité des financements. Il a fallu faire appel à la force de mobilisation, à la puissance de lobbying des acteurs communautaires que nous sommes, pour pousser le gouvernement en disant on est si proche du but. C'est pas maintenant qu'il faut baisser la garde. Mais ce qu'il est en train de faire et qui est extraordinaire, c'est que même dans les pays africains, nous poussons le gouvernement à mettre la main à la pâte, à contribuer au financement. Ça, c'est extrêmement important. Au début, on fermait les portes des hôpitaux. Il a fallu que des initiatives comme Esther, comme d'autres, le travail d'acteurs communautaires comme ENDA, pour qu'il y ait cette confiance qui règne entre des maillons indispensables qui ne doivent le salut qu'en travaillant ensemble, c'est-à-dire les acteurs communautaires et les acteurs médicaux. Et les enjeux qui ont été présentés ces 2 derniers jours montrent clairement que la fin du sida est possible, mais nous n'y sommes pas encore. Et nous n'y serons que s'il y a un travail intelligent entre les acteurs communautaires et le secteur gouvernemental, et surtout s'il y a un financement sur le long terme qui puisse garantir que même dans les pays pauvres, on puisse avoir accès au traitement et au meilleur traitement. Lundi, Anne Omam, vous êtes de Reach Out au Cameroun. C'est difficile pour vous de vous faire entendre? Pas tellement. Au commencement, c'était un peu difficile, mais à fur et à mesure que le temps passe, les différents acteurs au terrain nous prennent en compte, on travaille ensemble pour un but général, pour arriver au point zéro. Je crois que si on doit arriver à ce point-là, 2030, la fin de l'épidémie. La fin de l'épidémie, ça a besoin de toutes les activités, de tous les différents acteurs au terrain, plus pratiquement les associations qui travaillent avec les communautés de femmes, les femmes minorisées et des communautés rurales. Michel Borelli. Je dirais qu'on a besoin de pragmatisme désormais. Toujours plus de pragmatisme. C'est-à-dire qu'il faut se baser sur du scientifique, vérifier, pas faire rentrer de croyances valables ou pas valables, peu importe. On a des outils qui sont évalués, qui sont sous-pesés, examinés par les uns et par les autres, et on doit les utiliser. Deuxième élément, c'est que on ne gagnera pas la guerre contre le sida en 2025 ou en 2030 ou en 2040 s'il y en fait plusieurs mondes. Le sida, il est mondial. Et il faut effectivement qu'on ait des
politiques communes, des volontés communes d'avancer, qu'on soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à éradiquer les contaminations. Et je rappelle ce que j'ai déjà cité dans une des autres émissions. Vous avez publié un livre, Oui, le témoignage d'un mariage militant. Vous racontez votre mariage et votre vie avec Bruno Spire. J'ai trouvé que c'était très émouvant. Finalement, un mariage homosexuel n'est pas très différent d'un mariage hétérosexuel dans l'histoire d'amour. C'est pas ça? Alors moi, j'ai fait qu'un mariage homosexuel, je peux pas vous dire, mais effectivement, c'était visiblement émouvant pour beaucoup de gens. Moi, j'étais un peu pris par la tourmente, et Bruno aussi. Mais oui, enfin, on mène une vie tout à fait normale depuis 26 ans. On n'a pas d'enfants pour l'instant, mais on ne désespère pas. Gilles Raguin, je vous laisse le mot de la conclusion, le mot de la fin. Oui, peut-être. Alors, Michel parlait de Michel Foucault. Je crois que ce qui est important, c'est que très souvent, et on l'a vécu, les plus anciens d'entre nous l'ont vécu depuis le début, la lutte contre le sida a bousculé des choses, a changé des choses, a fait évoluer les mentalités, a bousculé le monde, et je pense que vraiment, tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la mobilisation communautaire, la société civile, les acteurs de la société civile, eh bien, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie sanitaire, et je vous assure qu'il y a 10-15 ans, c'était 20 ans, c'était pas gagné. C'est installé aujourd'hui dans le paysage, même s'il faut lutter partout et en permanence, aussi bien d'ailleurs en France qu'au Sénégal ou au Cameroun. Il n'empêche que aujourd'hui, y compris dans les grandes institutions internationales, il y a maintenant pratiquement toujours des acteurs de la société civile qui sont là, qui représentent la société civile, qui font avancer les choses et qui font passer précisément les messages de la communauté directement là où ces messages sont nécessaires pour faire. Et ça, on pourrait dire que c'est grâce au sida. Je pense que le sida a été totalement révolutionnaire de ce point de vue-là. D'autres l'ont dit bien, Daniel Defer, Michel Foucault, d'autres, et que c'est vraiment grâce au sida, effectivement, que cette démocratie sanitaire s'est installée et continue à progresser un peu partout. Merci beaucoup à tous. Demain, on sera toujours ici à Melbourne, en Australie, pour la 20e conférence internationale sur le sida, et on parlera plus précisément de la prévention des risques auprès des usagers de drogue. Merci à Didier Bleu pour la réalisation de cette émission à Paris et à Setou Samaké pour la préparation. À demain.